Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. Ravi de vous retrouver après quelques temps d'absence. J-34 pour les élections générales en Turquie, le duel attendu depuis plusieurs mois entre Kemal Kılıçdaroğlu et Recep Tayyip Erdoğan se profile à l'horizon avec un trouble fait en la personne de Muharrem İnce. Le tableau s'éclaircit à un mois des élections générales en Turquie. 4 candidats seront présents dans ce qui ressemble de plus en plus à un référendum sur le régime actuel, plus précisément sur Recep Tayyip Erdoğan. Le président et chef de l'AKP affrontera donc Kemal Kılıçdaroğlu, le candidat de l'opposition. Mais un autre nom, Muharrem İnce, s'est invité à ce duel. Le dernier sondage publié par l'Institut Métropole montre une différence d'1,5 point entre Kılıçdaroğlu et Erdoğan, avec 42,6% pour l'opposition et 41,1% pour le parti au pouvoir. L'ancien candidat de l'opposition en 2018, Muharrem İnce, fait 5%, un score qu'il a doublé en quelques semaines. Ses électeurs, majoritairement opposés à Erdoğan, se détourneraient de lui à l'approche des élections au profit de Kemal Kılıçdaroğlu, veulent espérer les responsables du CHP. En dernière position, le candidat Sinan Oğan, soutenu par le parti xénophobe Zafer Partisi, est à 2,2%. Les propositions de ralliement en échange de certaines places sur les listes du CHP n'ont pas convaincu Muharrem İnce, qui a dénoncé la candidature de Kemal Kılıçdaroğlu comme une alliance basée sur des intérêts, alors que lui désirerait une alliance autour de principes. Les médias pro-AKP n'ont pas manqué de souligner les difficultés posées par Muharrem İnce à l'opposition. Hamzada, l'adjoint du président de l'AKP, a déclaré à la chaîne TV100, je cite, « Nous suivons de près la performance de Muharrem İnce ». Dans la même émission, il a expliqué s'attendre à une victoire d'Erdoğan dès le premier tour. Özal Sencar, le président de l'Institut Métropole, a déclaré « L'issue de cette élection sera décidée par les électeurs de Muharrem İnce et par les indécis ». Mais Sencar a une bonne nouvelle pour la démocratie. Selon ses sondages, la participation au scrutin pourrait battre des records. Les listes ont été présentées au Haut Conseil électoral par les différents partis politiques qui se sont regroupés autour de coalitions électorales appelées Alliances. Ruşen Çakır est revenu sur ces listes. Les listes des candidats ont donc été publiées et présentées au Haut Conseil électoral, et beaucoup d'encre a coulé et continuera sûrement de couler concernant la composition de ces listes. Il y aura évidemment des protestations, des démissions, des petites disputes ça et là, mais au final, la Turquie va aller aux élections avec ces listes. Je voudrais d'abord dire que la nouvelle loi électorale a été décidée par le pouvoir. Et comparé à la loi précédente, les avantages liés au système d'alliance ont été en grande partie supprimés. Donc la nouvelle loi a créé une nouvelle situation où les listes communes bénéficiaient d'un grand avantage. Donc évidemment, on s'est tous dit que puisque le pouvoir faisait ça, ça signifiait qu'ils pensaient eux-mêmes se présenter sous des listes communes. Et finalement, on a vu que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Les partis de l'Alliance populaire présentent tous des listes séparées. Et ça, c'est un événement très important. Face à cette situation, les partis des autres alliances ont vécu des problèmes dans la création de listes communes. Mais quand on regarde maintenant, à cet instant, l'alliance qui, au final, va le plus bénéficier de la loi électorale sera l'Alliance de la Nation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le Parti démocrate, le Parti Saadet, le DEVA et le Gelecek présentent des candidats dans les listes du CHP, ce qui veut dire que leur parti ne participe pas en tant que tel aux élections. Donc il y a des listes communes au sein du CHP, et à côté de ça, il y a eu des accords de désistement entre le CHP et le İYİ Parti au profit de l'un ou de l'autre. Donc il y a aussi des accords entre ces deux partis, le CHP et le İYİ Parti. L'Alliance populaire n'a même pas conclu ce type d'accord avec les partis de son alliance. Et nous avons aussi l'Alliance Travail et Liberté,
où le Parti ouvrier de Turquie a décidé de présenter ses propres listes, et les autres formations de l'Alliance ont préféré se présenter sur les listes du Parti de la gauche verte. Mais on ne peut pas dire que ces autres formations bénéficient de beaucoup plus de places éligibles. Et tout derrière, il y a l'Alliance Ata, emmenée par le Parti Zafer, et il y a aussi les listes du Memleket. Donc la Turquie va aller aux élections avec plus de 20 partis. Le bloc du pouvoir avance en ordre dispersé, mais l'AKP continue de se maintenir en tête dans les sondages. Il s'agira de voir si son avance est suffisante pour obtenir une majorité à l'Assemblée. L'Alliance populaire autour de Recep Tayyip Erdogan est composée essentiellement de l'AKP et des ultranationalistes du MHP, auxquels se sont greffés les islamo-nationalistes du BBP et les islamistes anti-vax du Yeniden Refah Partisi. Ils sont soutenus par les autonomistes islamistes du Hüdapar, petite formation politique kurde qui a des liens avec l'organisation terroriste Hezbollah. Selon le journaliste Ismail Saymaz, c'est la coalition la plus à droite de toute l'histoire de la Turquie. Mais cette cohésion idéologique ne signifie pas liste commune. Le MHP a décidé de présenter partout des candidats sous sa propre étiquette, alors que la loi électorale avait été modifiée l'année dernière, de manière à favoriser les listes unies. L'opposition avait alors dénoncé une loi sur mesure, ayant elle-même des difficultés à présenter des listes communes composées de partis idéologiquement différents. Au final, l'Alliance populaire comprendra donc 4 listes différentes, l'AKP, le MHP, le BBP et le Yeniden Refah Partisi. Ces 2 derniers ne seront pas présents partout. La quasi-totalité des ministres actuels se présenteront comme tête de liste AKP dans les différentes circonscriptions. La stratégie d'aller en ordre dispersé pourrait coûter cher à l'Alliance populaire en cas de mauvais résultats. Si l'AKP dispose de moyens colossaux et d'une machine médiatique quasi monopolistique, cette élection pourrait leur faire perdre la majorité absolue au Parlement, comme en juin 2015. L'opposition organisée autour du CHP semble plus encline aux listes d'union, mais les différences idéologiques entre les partis compliquent le travail collectif. Il semblerait que le CHP ait payé cher le soutien quasi indispensable des autres partis politiques. L'Alliance de la Nation a déposé ses listes au Haut Conseil électoral à la dernière minute après d'âpres négociations. Le DEVA, le Saadet, le Gelecek et le Parti démocrate présenteront des députés sous l'étiquette du CHP, système électoral oblige. Le İYİ Parti, plus haut dans les sondages, a décidé de se présenter partout sous sa propre étiquette, sauf dans 16 circonscriptions où elle fera liste commune avec le CHP. 3500 candidats avaient postulé pour être députés du CHP, un record pour ce parti. Aux traditionnelles protestations des recalés est venu s'ajouter le sujet des places offertes aux autres partis dans les listes du parti. Des anciens adversaires, pour beaucoup issus de l'AKP qui ont fait scission pour rejoindre le Gelecek ou le DEVA, se retrouveront donc dans des places éligibles des listes du CHP. Mais pour la direction du parti fondé par Atatürk, c'est un prix qui vaut le coup d'être payé. Le soutien de ces partis ne pourra que favoriser les chances du CHP d'accéder à la présidence. Cela aura coûté 40 places dans les listes, certaines éligibles, et de nombreuses critiques. La gauche de Turquie revoit apparaître le débat entre le mouvement kurde et le mouvement socialiste. Le petit parti ouvrier de Turquie a-t-il un appétit disproportionné par rapport à sa taille ? Les résultats des élections nous le diront. La gauche s'est organisée autour de l'alliance Travail et Liberté. Le HDP, menacé de fermeture, a décidé de se présenter dans le cadre d'un nouveau parti, Yeşil Sol Parti, le parti de la gauche verte. Le type, Parti ouvrier de Turquie, a décidé de se présenter sous sa propre étiquette dans 52 circonscriptions sur les 87 que compte le pays. Le mouvement kurde et le mouvement socialiste de Turquie, fortement imbriqués, présenteront donc des listes différentes dans plusieurs circonscriptions. De nombreux débats avaient agité les bases respectives. Selon certains, au parti de la gauche verte, le Parti ouvrier de Turquie profiterait de l'électorat kurde pour construire un mouvement moins préoccupé par la question kurde et aux dépens de l'ex-HDP. Mais pour le Parti ouvrier turc, refondé il y a quelques années, se présenter sous sa propre bannière était importante en termes de visibilité.
En ne se présentant pas dans les régions kurdes, la direction a tenté de ne pas froisser son partenaire, tout en profitant de la vague de sympathie que les députés du type suscitent dans les milieux de gauche. Des journalistes médiatiques comme Irfan Değirmenci, des acteurs comme Mehmet Aslantu et le célèbre avocat Can Atalay derrière les barreaux font partie du casting. Pour la formation pro-kurde, ce sont les journalistes Hasan Cemal et Cengiz Çandar qui ont retenu l'attention. Quant au député arménien de Turquie Garo Paylan, il ne sera pas présent sur les listes, officiellement, en raison de la règle qui interdit plus de 2 mandats. Après une période de relative accalmie à l'international, de nouvelles tensions sont apparues entre la Turquie et l'Irak suite à une attaque au drone près de l'aéroport de Süleymaniye. Les relations se sont tendues entre l'Irak et la Turquie après une attaque de drone militaire contre un convoi qui transportait Mazloum Abdi, le commandant des forces démocratiques syriennes. Ce dernier n'a pas été impacté par l'attaque survenue le vendredi 7 avril à proximité de l'aéroport de Süleymaniye, dans le Kurdistan irakien. La semaine dernière, la Turquie avait fermé son espace aérien aux avions décollant ou atterrissant à l'aéroport de Süleymaniye en raison, je cite, d'intensification des activités terroristes. Le président de l'Irak a exigé des excuses de la Turquie, qualifiant l'attaque de, je cite, agression flagrante de l'Irak et de sa souveraineté. Un responsable du ministère de la Défense turc, qui s'est exprimé de manière anonyme à l'AFP, a déclaré que la Turquie n'avait rien à voir avec cette attaque. Merci à tous de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.